L'île de la Magnificence ou la princesse Blanchette. Histoire allégorique. Dans le siècle où les fées étaient en vogue, il y en avait une des plus fameuses qui tenait sa cour dans une île entourée à 1 lieue à la ronde d'un grand et profond lac sur lequel on ne pouvait jamais passer sans le consentement de la reine Plaisir. C'est ainsi que se nommait la fée. Encore n'était-ce que par des moyens surnaturels, comme sur le dos de quelque monstrueux poisson, sur un char volant ou quelque chose de semblable. Cette île se nommait l'île de la Magnificence. Le palais de la reine occupait le milieu. L'architecture était d'un ordre nouveau et très agréable. Pour la matière, c'était de l'ivoire le plus blanc et du plus poli. Les dedans, encore plus superbes, faisaient voir des lambris, des plafonds et des parquets d'agate d'Orient, de turquoise, d'onyx, de cornaline et d'aventurine de toutes couleurs. Ces riches matières servaient de cadre aux plus belles peintures de l'univers. Les meubles étaient de même matière. Là, l'on voyait un sofa d'aventurine couleur de feu. Ici, il y avait une banquette d'agate, des fauteuils de lapis, des tabourets de cornaline et des canapés d'ambre travaillés autour. Les bois de lit n'étaient pas moins précieux que les autres meubles, et les étoffes se soutenaient d'or, d'argent, de perles et de pierreries. Rien n'était égal aux cabinets, aux bureaux, aux tables et aux guéridons. C'étaient des ouvrages de rapports de pierres précieuses qui représentaient au naturel des paysages, des fleurs, des fruits, des oiseaux et des animaux. On ne se servait en ce lieu que de vaisselle d'or. Pour de cuisine, l'on n'en faisait point en toute l'île. Les cuisiniers et les marmitons étaient inconnus. Un quart d'heure avant que de servir, l'on arrangeait sur de grandes tables de cèdre, qui étaient dans les offices, tous les plats que l'on voulait servir, et dans le fond de chacun était gravé le nom du mets qui le devait remplir. L'on fermait la porte, et un quart d'heure après, les viandes et les fruits étaient dressés dans la dernière perfection. Les jardins n'étaient pas moins merveilleux que le palais était surprenant. Les eaux, les fleurs et les fruits étaient distribués avec un ordre et un art si peu communs qu'il n'était pas difficile de juger en les voyant que la nature n'y avait point de part. La fée Plaisir joignait à une rare beauté une fleurissante jeunesse qui ne devait point être sujette au temps. Son humeur douce et enjouée gagnait les cœurs de ses sujets qui l'aimaient avec passion. Elle ne se plaisait qu'à faire du bien. Toute l'île était remplie de petits bâtiments commodes et magnifiques, occupés par les habitants, qui étaient tous de grands seigneurs et de belles dames, dont la plupart avaient quitté les couronnes pour être sujets de la reine Plaisir. Quelques-uns de ces bâtiments étaient de marbre de plusieurs couleurs différentes, les autres de jaspe, de porphyre et de nacre. Il y en avait d'argent bruni et de cuivre de Corinthe. Les dessins en étaient différents, mais la symétrie et l'arrangement des couleurs faisaient un effet si régulier que ce qui était d'un côté se trouvait de l'autre. La cour de la belle fée était des plus charmantes et des plus nombreuses.
Ce n'étaient que des fêtes et des parties de divertissement, repas somptueux, bals, opéras, comédies et appartements. Quoique la reine n'eût encore point d'affaires de cœur, elle n'était pas fâchée que ses sujets devinssent heureux par des unions où l'amour seul avait part. Elle ne renfermait pas ses soins dans son seul royaume. Elle avait un commerce secret avec les peuples élémentaires qui lui rendaient compte de tout ce qui se passait dans le monde. Et lorsque quelque accident extraordinaire arrivait à des personnes distinguées, par leur mérite ou par leur qualité, elle ne leur refusait pas son secours et quittait quelquefois son charmant empire pour leur être utile. Un jour, cette belle reine eut avis par ses courriers ordinaires qu'un des plus puissants royaumes de la terre, gouverné par un roi vaillant et sage, était attaqué par plusieurs rois ses voisins, qui, jaloux de sa prospérité, s'étaient lignés pour l'accabler. Il y avait déjà plusieurs années qu'il s'opposait avec succès à ce torrent d'ennemis. Mais la fée, qui savait que les armes sont journalières, prit soin de la gloire de ce grand roi, et, sans en être requise, elle partit de l'île de la Magnificence sur un char de corail tiré par 2 cygnes. Elle passa dans les cours des rois et des princes ligués, où elle parut sous des formes convenables à ses desseins. Elle insinua à l'un le désir du repos. Elle rendit l'autre amoureux et fit manquer d'argent à quelques-uns. Il n'y eut pas jusqu'aux maladies et aux tempêtes qu'elle ne mit en usage pour arrêter les autres. Enfin, elle vint à bout de leur faire accepter les avantageuses propositions de paix que leur faisaient leurs généreux ennemis. Et lorsqu'elle les vit tous d'accord, elle résolut de passer quelque temps dans la cour de ce grand roi. Elle y parut sous la forme ordinaire et avec son véritable nom. Tant qu'elle fut dans cette cour, elle y reçut des hommages de toutes manières, et lorsqu'elle en sortit, elle laissa tout le monde amoureux de plaisir. Quoique toutes les fées ne se servent pas toujours de bottes de 7 lieues, elles n'en font pas leur voyage avec moins de diligence. Notre belle reine n'employa au sien qu'1 jour et 1 nuit, pendant laquelle elle entendit en passant dans un hameau une femme qui criait bien fort. Son inclination, qui la rendait toujours prête à secourir les malheureux, l'obligea de mettre pied à terre, et s'approchant d'une petite fenêtre où elle vit de la lumière, elle reconnut que ces cris venaient de cet endroit. Elle y prêta l'oreille et entendit la voix d'une femme qui disait à une autre : « Courage, mon enfant, vous venez de mettre au monde 2 beaux garçons. Vous aurez bien encore la force d'y mettre celui-ci. Vous ne serez pas moins heureuse que votre voisine qui vient d'en faire autant. Elle a eu 3 filles, et dans toutes les apparences, vous aurez 3 garçons. Si ils vivent, il pourra bien arriver que l'on en fera 3 mariages. » La fée comprit par ce discours que c'était une femme en travail. La nouveauté du lait lui donna de la curiosité. Elle frappa à une petite porte qu'elle aperçut. Un paysan lui vint ouvrir sans lumière, mais une escarboucle qu'elle avait au doigt et dont elle se servait dans l'occasion
éclaira bientôt ce petit hameau, dont les habitants ne furent pas moins effrayés que ravis de voir une dame si belle et si parée. « Ne vous étonnez point, mes enfants, je ne viens ici que pour votre soulagement, » dit la reine. La pauvre femme accoucha dans ce moment d'un troisième garçon. Plaisir se les fit apporter, et après les avoir regardés attentivement, elle dit à leur mère : « Que ferez-vous de ces enfants ? Je crois que si quelqu'un vous soulageait de leur nourriture, cela vous ferait plaisir. Si vous voulez me les donner, j'en prendrai soin. Ils seront même encore plus heureux que vous. Mais, comme leur bonheur dépend des 3 filles de votre voisine, il faut savoir si elle veut en faire autant. » Ces bonnes gens furent bien surpris de voir une dame si savante et si charitable. La paysanne, toute pauvre qu'elle était, ne laissait pas d'avoir de la peine à se résoudre à perdre ses enfants. Mais son mari, à qui une si grande fécondité ne faisait pas plaisir, dit à la fée : « Parguez, madame, vous ne sauriez me faire tant de bien que je ne l'endure. Faites-en comme des choux de votre jardin. Je crois que mon compère sera pour le moins aussi aise d'être défait de ses 3 filles que moi de mes 3 garçons. Et je vais tout à l'heure lui porter cette bonne nouvelle. » En disant cela, il courut vers la porte, mais Plaisir lui dit : « Attendez, mon ami, je veux aller avec vous pour faire voir à votre compère qui est celle qui souhaite avoir ses filles. » Elle suivit le paysan à la faveur de son escarboucle. D'abord qu'il fut entré, il dit au mari et à la femme de quoi il était question. Et après qu'ils furent un peu revenus de leur étonnement, ils montrèrent à la fée les 3 plus belles petites créatures que l'on eût jamais vues. Elle leur fit connaître ses intentions, et ils y consentirent. Elle leur fit ensuite des présents capables de les enrichir, et lorsqu'elle fut retournée dans la première cabane, elle en fit autant au père et à la mère des 3 garçons, sans oublier la matrone, à qui elle dit de prendre dans un petit coffre qu'elle trouverait derrière la porte tout ce qui était nécessaire pour emmailloter richement les 6 enfants. Leur étonnement redoublait à chaque instant. Enfin, elle les mit avec elle dans son char, et leur ayant frotté les lèvres d'une essence qui les endormit, elle continua sa route. La reine arriva avant le jour dans son palais, où elle leur fit donner des nourrices qui furent mises dans des appartements séparés, les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Ces 6 enfants furent élevés de cette manière sans s'être jamais vus. Les 3 garçons étaient beaux et bien faits. Ils avaient de l'esprit, mais d'une espèce différente. C'est pourquoi la fée leur donna à chacun un nom convenable à leur capacité. Elle en nomma un Esprit, parce qu'il était pénétrant et capable de toutes les sciences et de tous les arts. L'autre fut appelé Mémoire, parce qu'il se ressouvenait de tout avec une facilité surprenante. Et le 3e, qui avait beaucoup de solidité et qui paraissait capable des plus grandes choses, eut pour nom Entendement. Rien ne manqua à leur éducation. Les filles furent élevées avec un soin pareil et en personnes de qualité. Leur beauté était différente, aussi bien que leur humeur. Il y en avait une qui était blonde, blanche, vermeille
les yeux vifs et enjoués, se faisant plaisir de tout, ne prenant aucun chagrin et n'en donnant à personne. Plaisir la nomma Félicité. Une des deux autres n'était ni brune ni blonde, mais sa beauté lui attirait le respect de tout le monde. Elle parlait facilement et en bons termes, récitant tout ce qu'elle savait avec vérité et agrément, observant les plus petites circonstances. Son nom fut Histoire. L'autre parlait peu, juste et jamais sans nécessité, sachant parfaitement discerner ce qui était nécessaire de dire ou de taire selon ses occasions. Sa beauté était régulière, son teint blanc et vif, et ses cheveux noirs. Elle fut nommée Prudence. Un jour, la charmante reine de l'île de la Magnificence fit habiller ces 6 agréables personnes d'habits très riches et très bien entendus, et qui leur convenaient parfaitement. Elle les fit venir dans son cabinet, où elle était seule. Ils ne s'étaient jamais vus, et après leur avoir donné quelque temps pour se considérer, elle dit à ces jeunes hommes de donner la main à ces belles filles, et de choisir librement et sans contrainte celle qu'ils aimeraient le mieux. Ils le firent après les avoir saluées de bon air. Il arriva par un heureux effet de la sympathie qu'Esprit donna la main à Félicité, que Mémoire prit celle d'Histoire et qu'Entendement offrit la sienne à Prudence. Ces 6 jeunes personnes se trouvèrent très contentes de leur choix, et elles ne furent pas longtemps sans s'apercevoir qu'elles avaient l'une pour l'autre une passion réciproque. La reine Plaisir donna aux 3 frères les 3 principales charges de sa maison. Esprit eut la conduite de ses jardins enchantés, et il en fut le grand botaniste. Mémoire prit le soin des pierreries de la couronne et de la magnifique garde-robe de la fée, et fut garde du trésor royal. Pour Entendement, il eut la direction des meubles, de la vaisselle et des vases d'or, et ordonna de tous les festins et des divertissements, avec la qualité de trésorier des menus plaisirs. Et les 3 belles filles, leurs maîtresses, furent dames du palais. 2 années se passèrent de cette manière, ces 6 personnes faisant les délices de cette superbe cour. Il n'y avait plus qu'une année du temps que Plaisir avait destiné pour les rendre heureux, lorsqu'un des grands seigneurs de la cour épousa une des filles d'honneur de la reine, qui était une très belle personne. L'on fit des fêtes magnifiques, et Plaisir n'oublia rien pour ses noces. La nuit qui suivit le dernier divertissement, Esprit trouva, en traversant les jardins pour rentrer au palais, tous les fruits par terre, et les eaux, qui d'habitude jouaient sans interruption, toutes desséchées. Il fut effrayé d'une chose si surprenante, et ayant songé en lui-même d'où pouvait venir un tel accident, il se souvint que Félicité, l'ayant joint pour lui dire quelque chose de plaisant qu'elle venait de voir, il s'était amusé à causer si longtemps avec elle qu'il avait oublié de lâcher le corbeau fatal à la liberté nocturne auquel la beauté de ses jardins était attachée. Une faute si terrible dans le point le plus essentiel de sa charge, le reste n'étant que cérémonie, le pensa faire mourir de douleur.
il courut à la caverne du corbeau, mais celui-ci refusa de sortir, en lui disant que Plaisir méritait bien le chagrin que lui donnerait le désordre de ses jardins, puisqu'elle en donnait si légèrement la conduite à un jeune homme amoureux. Ce corbeau n'était rien moins que ce qu'il paraissait être. C'était un fameux magicien que la fée avait transformé ainsi en punition de quelque désordre qu'il avait fait dans l'île. Le malheureux esprit, redoutant le courroux de la reine, résolut de fuir. Son amour le voulait retenir. Quoi perdre sa maîtresse et la perdre pour toujours? C'est ce qu'il ne pouvait envisager sans horreur. Mais lorsqu'il pensait que la colère de la fée la lui ferait toujours perdre par quelque changement de figure, comme il était arrivé au magicien, il aima mieux fuir son premier dessein. Mais comment sortir de l'île, puisque l'on ne pouvait traverser le lac sans la permission de Plaisir? Cette difficulté, qui paraissait insurmontable, n'arrêta point Esprit. Il courut vers le lac sans savoir ce qu'il voulait faire. En marchant, il sentit quelque chose où ses pieds s'embarrassèrent. C'était un paquet de cordes assez grosses. Comme il était proche du lac, il entendit quelques bruits dans l'eau. Il aperçut à la clarté de la lune que c'était un plongeon. Tous les animaux de ce pays avaient de la raison. C'est pourquoi il parla à celui-ci de cette manière. « Cher ami plongeon, viens me secourir, je t'en conjure. » Le plongeon vint aussitôt à lui en disant « Que souhaitez-vous de moi, Seigneur Esprit? Vous n'avez qu'à me commander et je suivrai vos ordres autant qu'il me sera possible. » « Ce que je souhaite de toi, lui dit Esprit, c'est que tu prennes en ton bec le bout de cette corde, que tu traverses le lac, et lorsque tu seras à l'autre bord, tu attaches la corde à l'arbre le plus proche et le plus haut. Puis, tu viendras me retrouver ici. » L'adroit plongeon se mit en devoir d'exécuter ce qui lui avait été ordonné. À mesure qu'il avançait, Esprit lâchait la corde à proportion. Le plongeon fit diligence et revint en peu de temps retrouver Esprit, et l'assura que la corde était bien attachée. Esprit en fit autant de son côté, remercia l'obligeant oiseau et lui dit de joindre au plaisir qu'il venait de lui faire celui de dire à la charmante Félicité, sitôt qu'il en trouverait l'occasion, ce qu'il savait de cette aventure, et de l'assurer de sa part qu'en quelque lieu qu'il pût être, il l'aimerait éternellement. Cela dit, il monta sur l'arbre où était attachée la corde sur laquelle il marcha, se servant adroitement de ses bras comme d'un contrepoids, et de cette manière, il traversa le lac. Il s'était autrefois exercé à cette sorte de divertissement, et il s'en servit utilement dans cette occasion. Pendant que des choses si extraordinaires arrivent à Esprit, ces deux frères n'éprouvent pas une meilleure fortune. Mémoire étant allé resserrer les pierreries et refermer la garde-robe de la reine, où il y avait 5 serrures différentes, il en avait déjà fermé 4 lorsqu'il entendit rire Histoire, qui se défendait de la poursuite d'un jeune seigneur qui en était amoureux. Ces rires offensèrent Mémoire. Il crut qu'elle se devait défendre de ses libertés avec plus de sérieux. La jalousie le saisit
et ne songeant plus à fermer la 5e serrure, qui devait l'être de suite et sans interruption, il courut à sa maîtresse, qu'il n'eut pas plus tôt jointe que le galant qui la suivait s'enfuit en riant. « Je crois, madame, lui dit Mémoire d'un air chagrin, que sans ma préférence, vous n'auriez pas été fâché que l'on vous eût dérobé quelque faveur. »« Cela est bien injurieux, répondit-elle fièrement, et je m'étais flattée, Seigneur, que vous me connaissiez assez pour ne pas m'accuser si légèrement. Vous ne m'avez jamais vu sortir de la gravité qui m'est naturelle, ni pour vous, ni pour d'autres. Je ne me suis jamais échappée à aucune complaisance indiscrète. Allez, continua-t-elle en le quittant, vous ne méritez pas ma tendresse. » Ces paroles frappèrent Mémoire comme un coup de foudre. Il vit la faute que sa jalousie lui avait fait faire. Il arrêta cette belle fille en se jetant à ses pieds et lui demanda 1000 fois pardon. Il l'obtint sans peine. La colère des amants n'est pas difficile à calmer. Il tâcha de réparer sa faute par 1000 protestations d'amour et de respect. Et comme ils virent la reine qui rentrait dans son appartement, Mémoire conduisit sa maîtresse jusque à la porte de la chambre. Lorsqu'il fut seul, il se ressouvint qu'il n'avait pas fermé toutes les serrures. Il en savait la conséquence. L'effroi le saisit. Il courut à la garde-robe qu'il rouvrit. Mais Dieu, que devint-il en la trouvant vide, aussi bien que le cabinet des pierreries? Il fit à peu près les mêmes réflexions qu'Esprit avait faites, et quoiqu'il lui semblât qu'il ne pouvait jamais se séparer de sa chère maîtresse, il résolut par la crainte du châtiment que méritait sa négligence de fuir ces lieux charmants. Il courut au bout du lac et vit l'impossibilité qu'il y avait à le traverser. Lorsqu'à la clarté de la lune, il avisa une herbe dont il avait appris la vertu d'un vieil habitant de l'île. Elle était telle qu'en frottant de cette herbe la plante des pieds, l'on pouvait marcher sur l'eau aussi solidement que sur la terre. Il en fit sur l'heure l'expérience, et l'ayant trouvée véritable, il s'en servit et traversa le lac. Entendement, de son côté, avait renfermé la vaisselle et les vases d'or qui avaient été employés au festin, comme aussi quantité de tapis magnifiques et de riches carreaux. Il avait fermé la porte du garde-meuble où était aussi l'or monnoyé qui ne servait qu'au jeu. Il n'y avait plus qu'à frotter la serrure d'eau de sûreté qui se prenait dans une petite fontaine qui était en un lieu le plus reculé de l'île et dont il avait toujours une fiole sur lui, lorsqu'il entendit crier Prudence. Il courut à elle. Elle était tombée en faisant un faux pas. Il la releva. Elle s'était un peu blessée au pied. Et comme elle avait peine à se soutenir, il l'aida à marcher jusque à la chambre. Pendant que ses filles la déchaussaient et lui appliquaient quelques remèdes, entendement lui témoignait le chagrin qu'il ressentait de n'avoir pu être proche d'elle pour empêcher cet accident. Et comme les amants se servent de toutes sortes d'occasions pour dire de jolies choses à leur maîtresse, Entendement ne manqua pas d'en dire de fort tendres et de fort obligeantes à la sienne. Mais la solidité de son esprit, qui la mettait au-dessus de la bagatelle, lui fit dire à son amant :
Seigneur, je ne sais si l'empressement que vous avez eu à me secourir ne vous a point fait oublier quelques circonstances de votre devoir. Vous savez de quelles conséquences il vous est de n'y pas manquer. Et je ferais bien fâché qu'il en coûtât quelque chose au repos de votre vie pour le secours que vous venez de me rendre. Cette réflexion de prudence fit trembler entendement. Il la quitta sans lui rien témoigner de sa crainte et courut au garde-meuble. Mais quelle fut sa surprise lorsque, l'ayant ouvert, il n'y trouva plus rien de toutes les richesses qu'il y avait enfermées. Il connut, mais trop tard, que sa faute venait de ce qu'il avait oublié l'eau de sûreté. Toutes les cruelles pensées qui avaient agité l'esprit de ses malheureux frères le tourmentèrent encore plus cruellement. Sa pénétration lui fit envisager son malheur avec des circonstances terribles. « Ah, Prudence, ma chère Prudence, s'écria-t-il, que vous êtes sage et que je le suis peu. Quelque affligé et quelque amoureux que fût entendement, il conclut qu'il fallait songer à sa sûreté, ce qu'il fit en cherchant des moyens de traverser le lac. Il n'imaginait rien qui lui fût utile, lorsque, s'appuyant tristement contre un gros arbre qu'il reconnut être un de ceux où l'on tire la cannelle, il prit un petit poignard qu'il portait à sa ceinture et qui était la seule arme dont on se servait dans l'île, plutôt pour la commodité que pour la défense. Il s'en servit pour fendre l'écorce de cet arbre, qui se trouva fort épaisse et qu'il ôta tout entière. Il coupa ensuite 4 petites branches de cet arbre. Il en mit 2 en travers aux 2 bouts pour tenir cette écorce ouverte, et les 2 autres lui servirent d'aviron. Il mit l'écorce sur l'eau, et s'en servant comme d'un bateau, il traversa le lac sans aucun danger. Les 3 charmantes sœurs, qui ne savaient rien de ce qui s'était passé, ressentirent une douleur extrême en apprenant la triste nouvelle du départ des 3 princes. Rien n'était capable de les consoler, puisqu'elles s'accusaient d'être la cause du malheur de leurs amants. Cependant la fée, que l'on avait éveillée pour lui faire savoir tout le désordre et la fuite des princes, était dans une colère extrême. Et si les 3 frères n'avaient été hors de ces terres, ils en auraient ressenti les effets. Ce n'était pas l'impossibilité de remédier à ces pertes qui l'affligeaient. Son art était capable de tout. Mais c'était la honte de s'être trompé dans son choix. L'art de féerie a ses règles, comme les autres, et toute cette puissance prodigieuse qu'il donne à ceux qui le possèdent dépend presque toujours de certaines conditions secrètes qui en font l'âme, et qui ne doivent être confiées qu'à des gens qui soient capables de les observer et qui en sachent les conséquences. C'est ce que Plaisir avait cru faire en choisissant ses 3 jeunes élèves. Mais ce qui l'avait abusée, c'est qu'elle ne connaissait pas l'amour par elle-même, et elle ne savait pas qu'il est dangereux de donner des emplois de cette conséquence à des gens atteints de cette passion, qui n'a pas trop d'un cœur et d'un esprit pour exercer sa puissance. Elle avait vu dans son miroir prophétique comme tout s'était passé. Elle envoya quérir les 3 sœurs, qui
qui n'avait osé paraître devant elle. La perte d'entendement affligeait Prudence sans désespoir. Histoire était à demi morte de l'absence de mémoire. Pour Félicité, elle n'avait jamais éprouvé les effets de la douleur que depuis le moment qu'elle avait été privée d'esprit. Lorsqu'elles entrèrent dans la chambre de la reine, Prudence marchait la première pour cacher le désordre de ses sœurs. Elle se jeta avec elle à ses pieds et lui dit avec respect et d'un air touchant: « Madame, nous sommes seuls coupables. Punissez-nous seuls et pardonnez à ceux qui n'ont manqué à ce qu'ils vous doivent que pour avoir eu trop d'empressement pour nous. Leur passion est innocente, madame, puisque vous l'avez fait naître, mais les effets ne le sont pas. » Ces paroles de Prudence touchèrent Plaisir. Elle en versa quelques larmes qui furent assurément les premières de sa vie. « Levez-vous, dit-elle à Prudence, je suis seule criminelle. J'ai mis la jeunesse de vos amants à une épreuve trop délicate. Je ne suis pas fâchée qu'ils aient échappé à ma colère. Je n'en aurais peut-être pas été la maîtresse. Consolez-vous, vivez à votre ordinaire. L'absence de ces aimables fugitifs ne sera pas longue, et j'aurai soin de leur fortune. » Le désordre du palais fut bientôt rétabli, et les trois sœurs ne ressentirent plus d'autre chagrin que celui de l'absence de leurs amants. Voyons à présent ce qu'ils devinrent. Lorsqu'Esprit eut passé le lac, il marcha plusieurs jours dans un pays désert sans rencontrer ni ville ni village, ne trouvant de l'eau qu'avec peine, et pour tout aliment, quelques méchants fruits sauvages en petite quantité. « Hélas, disait-il, chère Félicité, qu'êtes-vous devenue ? Je ne regrette point la perte de tant de magnificence. Je ne sens que la vôtre, et je serais encore bien plus malheureux si je faisais celle de votre cœur. » Après bien des peines et des fatigues, il arriva dans une belle forêt. Le couvert en était à l'épreuve des rayons du soleil les plus pénétrants. L'on y trouvait de belles fontaines, dont les eaux étaient merveilleuses. L'on n'y faisait pas 20 pas sans trouver des arbres chargés de toutes sortes de fruits. Des millions d'oiseaux de toute espèce y faisaient des concerts continuels. De petites rames que l'on rencontrait de temps en temps formaient des cabinets propres à se reposer. Esprit y allait les nuits, et s'il n'avait point été amoureux, il les aurait trouvés fort tranquilles. Cette forêt était si vaste que quoiqu'il marchât presque tout le jour, il n'y trouvait point d'issue. « Je vois bien, dit-il quelquefois, que je passerai ici ma vie, et que le courroux de la reine de l'île de la Magnificence s'est borné à me priver pour jamais de la vue de celle que j'aime. Et pour se mieux venger, elle augmente ma passion. Les gens d'esprit sont toujours plus malheureux que les autres. Il s'appliqua si fort dans cette solitude à étudier le chant des oiseaux qu'il y découvrit des mystères cachés jusque-là pour tout autre qu'à lui. Il trouva que les uns se moquaient des sottises des hommes, que les autres leur donnaient des conseils qu'ils n'entendaient pas, que quelques-uns étaient instruits de plusieurs événements surprenants, dont ils avaient été les seuls témoins. Mais surtout, il étudia avec tant de soin le rossignol qu'il connut qu'il était l'inventeur de la musique
et qu'il exprimait par son chant tous les sentiments de l'amour. Esprit entendait s'il se plaignait de l'absence ou de l'infidélité, s'il était heureux ou malheureux, et enfin, il connut qu'il entrait parfaitement dans toutes les délicatesses de cette passion. Il s'affectionna si fort à ce petit chef-d'œuvre de la voix qu'il le suivait partout. Et un jour qu'il en écoutait un qui lui paraissait plus savant que tous ceux qu'il avait entendus, il s'écria, rempli d'admiration. « Ah, le plus charmant de tous les animaux! Que ne peux-tu être entendu de la reine de l'île de la Magnificence? Je suis sûre qu'elle te donnerait le don de la parole pour pouvoir être entendu de tout le monde. » Il n'eut pas plutôt fini cette exclamation que l'oiseau lui répondit. « Je te suis bien obligé, charmant mortel, du souhait que tu viens de faire en ma faveur et qui a été exaucé si promptement. Je ne m'en servirai que pour te faire plaisir. » Esprit fut agréablement surpris de cette aventure, d'autant plus qu'elle lui faisait connaître que la reine n'était plus irritée contre lui. « Tout ce que je te demande, répliqua Esprit, c'est que tu me fasses sortir de cette forêt. »« Je le ferai, répondit-il, et plus encore s'il m'est possible. » En disant cela, il se mit sur l'épaule d'Esprit, et lui ayant dit de marcher, il sortit en peu de temps de la forêt, au bout de laquelle Esprit trouva une petite cabane dont la porte était ouverte. Il y entra. Elle était assez proprement meublée. Ce qui le surprit fut de n'y voir personne et d'y trouver une table sur laquelle était dressé un souper assez bien apprêté. Comme la nuit était proche, il résolut de l'y passer. Pour cet effet, il attendait que le maître de ce lieu parût pour lui en demander la permission. Mais voyant qu'il était déjà tard et qu'il ne venait personne, il crut que c'était une faveur de la fée Plaisir. La joie qu'il en eut le mit de belle humeur. Il soupa mieux qu'il n'avait fait depuis 4 mois. Son petit compagnon lui tint compagnie en l'entretenant agréablement de l'histoire qui suit. L'histoire de la princesse Blanchette et du prince Verdelais. Il y a un pays qui n'est pas fort éloigné d'ici, qui se nomme le royaume des laitues pommées. Tous les habitants en sont jardiniers et les plus grands seigneurs sont fleuristes. Il n'y a pas de grandes richesses, mais le pays est un des plus agréables. La reine des laitues pommées était une bonne princesse que j'allais souvent divertir dans son jardin. Et il paraissait qu'elle prenait un grand plaisir à m'entendre chanter. Elle est morte depuis quelque temps et elle a laissé un fils successeur de ses états, qui est un des plus beaux et des plus galants princes que l'on puisse voir. Il se nomme Verdelais. Il est devenu amoureux d'une belle princesse nommée Blanchette, fille du roi des Fariboles, son voisin. Ces peuples sont de sottes gens. Ils ne s'amusent qu'à faire de méchants vers et des chansons pour chanter au coin des rues. Leurs discours ne sont remplis que de proverbes, de dictons, de quolibets, de plaisanteries fades et peu divertissantes. Il y en a qui courent le monde et deviennent danseurs de cordes, joueurs de marionnettes, tabarins, marquis d'Ambreville et d'Angely. Les plus spirituels se font comédiens italiens, sous les noms d'arlequins,
de Mestin, de Scaramouche et de Docteur Balouarde. Il y a aussi des femmes. Les unes sont des Léances, les autres des Colombines, des Diamantines, etc. Et par ce moyen, ils s'enrichissent, car ils sont tous gueux dans leur pays. Il y a encore des peuples d'une autre espèce, qui ne sont pas les plus maladroits, mais ils sont les moins estimés. Ce sont les gens doucets qui se fourrent chez les rois et les princes et qui souvent, en contrefaisant les fous, leur disent des vérités que les sages n'osent penser. Le roi de ces peuples est un prince qui ne tient rien de leur manière. Il est sage autant qu'on le peut être et se nomme Peudaquet. Il est bien fâcheux à un prince qui a du mérite de commander à des sots. Mais pour me servir d'un proverbe de ce pays, où la chèvre est liée, il faut qu'elle broute. La princesse Blanchette, fille du roi des Fariboles, dont, comme je vous ai déjà dit, Verdelais, roi des laitues paumées, est devenu amoureux, est une petite personne dont la taille est faite autour, sa gorge, ses bras, ses mains et son visage sont d'une proportion merveilleuse, et jamais rien ne peut être plus blanc que sa peau. Un incarnat imperceptible se mêle sur ses joues et fait le même effet que du jus de grenade mêlé avec du lait caillé. Ses yeux sont grands, bleus, bien fendus, doux et spirituels. Ils sont couronnés de 2 sourcils noirs comme de l'ébène, et il semble qu'ils soient faits au pinceau. Ses cheveux sont de la même couleur, et il faut demeurer d'accord en la voyant qu'elle est toute charmante. Verdelais n'a pas eu de peine à s'en faire aimer, puisqu'il est tout aimable. Leur voisinage était cause qu'ils se voyaient souvent. Il lui faisait des présents de salades garnies de fleurs et des fruits admirables dans des corbeilles si bien entendues que leur galanterie valait mieux que la magnificence qui leur manquait. Le roi des Fariboles approuvait sa recherche, et dans toutes les apparences, ils allaient bientôt être heureux, lorsqu'une méchante fée, nommée Berlinguette, qui faisait demeure dans le creux d'une montagne voisine, s'avisa de devenir amoureuse de Verdelais. Elle était laide et vieille, et fit ce qu'elle put pour cacher ses défauts. Les pierreries, les rubans et la dorure n'y furent pas épargnés. Elle vint à la cour du roi des laitues paumées, sous des prétextes assez mal inventés. Elle lui fit adroitement des présents en manière de sapate. Tantôt, il trouvait sur sa toilette une épée garnie de diamants. Une autre fois, en fouillant dans sa poche, il en tirait une tabatière d'un prix infini, remplie au lieu de tabac de poudre de projection. Dans un autre temps, il trouvait à ses pieds une boîte de portraits garnie de pierreries. Où était celui de Berlinguette, peinte par l'Arzilière, qui a le don de rendre belle une laide sans changer ses traits. En s'éveillant, il se trouvait des bagues magnifiques, des bourses pleines d'or, des barbes et des chevaux turcs dans son écurie. Il trouvait des collations superbes dans des lieux écartés où il était conduit sans y penser et où Berlinguette ne manquait pas de lui expliquer ses sentiments, en lui faisant connaître que si il la voulait épouser, il serait le plus heureux et le plus riche prince de la terre. Il était embarrassé comme un honnête homme le doit être, lorsqu'il
qu'il ne se trouve pas d'humeur à profiter des avances qu'on lui fait, et qui en même temps ne veut pas rompre en visière à une dame. Un jour après une de ses collations, pendant laquelle elle prit une grosse pluie, elle le renvoya dans sa chaise, parce qu'il n'avait pas son équipage. Elle était des plus galantées. Les porteurs étaient 2 grands singes vêtus d'écarlate, avec des brandebourgs d'argent. Au lieu de le porter dans son palais, ils le menèrent à celui de Berlinguette, dans lequel on entrait par une ouverture qui était au pied d'une montagne. Elle essaya de lui faire trouver bon cette tromperie, en lui disant que c'était pour lui faire voir les trésors dont elle le voulait faire possesseur. Rien n'était plus beau ni plus riche que cette demeure. Je serais trop long si j'en voulais faire la description, ce que je pourrais faire puisque j'avais suivi le roi sans être aperçu. Toutes ces richesses ne le touchèrent point, et il se tira d'affaire le mieux qu'il put. Jusque-là, il n'avait rien dit à la princesse Blanchette de l'amour de la fée. Mais son portrait, qu'il laissa tomber sans y songer, et qui mit martel en tête à la princesse, l'obligea de lui en découvrir tout le mystère. Et pour lui faire voir qu'il n'y entendait point de finesse, il alla de ce pas trouver le roi son père, avec lequel il prit jour pour la cérémonie de ses noces qu'il souhaitait être faite incognito. Le matin de ce bienheureux jour, Verdelais partit avec l'aurore. Il avait peu de suite et arriva de bonne heure au palais du roi. Il ne faisait pas encore jour chez la princesse. C'est pourquoi il alla se promener dans une allée du jardin, où, comme font les amants spéculatifs, il s'entretenait agréablement en regardant les fenêtres de l'appartement de sa maîtresse. Je l'avais suivi, car je voulais être de la noce. Je m'amusais à chanter sur un cerisier, où de temps en temps je becquetais quelques cerises pour mon déjeuner, lorsque je vis descendre de l'air la méchante Berlinguette. Elle n'était pas parée, car elle était en colère, et les yeux lui pétillaient comme 2 charbons ardents. Sa voiture était un char de fer rouillé, aussi mal graissé qu'un fiacre. 2 vilains griffons, crottés jusque sur le dos, tiraient cet équipage. Elle fut plutôt auprès du jeune Verdelais qu'il ne l'eût aperçu. « Je te tiens traître, lui dit-elle, en le prenant par le bras et le frappant de sa baguette. Tu n'en es pas encore où tu penses. » Aussitôt, il se trouva malgré lui dans le char qui s'éleva et fut entouré dans un instant d'une nuée noire qui le déroba à la vue. J'étais au désespoir de son malheur, et tout ce que je pus faire pour ma propre satisfaction fut de le suivre. Il arriva en peu de temps dans un vieux château à demi ruiné, qui est à 1 journée d'ici. Berlinguette mit pied à terre dans la cour et mena le pauvre roi dans un appartement bas, démeublé et très sale. Après lui avoir fait traverser 3 salles, elle entra dans une chambre tendue de noir, fermée partout et éclairée seulement par 4 bougies vertes. Et, montrant au prince un espèce de cercueil, lui dit « Voilà où tu seras jusque à ce que tu sois résolu de m'épouser. » « J'y ferai donc longtemps, lui dit-il, d'un œil plein de colère, puisque je choisirai plutôt la mort que ce parti. » À
peine le prince eut-il proféré ces dernières paroles qu'il se trouva dans le cercueil que Berlinguette enveloppa d'un drap noir. Elle referma toutes les portes avec tant de promptitude que j'eus bien peu de peine à me sauver. Puis, remontant dans son char, elle sortit, et le pont-levis du château fut aussitôt levé. Il n'y a que moi qui sache cette aventure. Depuis ce temps, le roi et la princesse des Fariboles ont cru ce prince perdu. Je ne doute point que la savante reine, qui m'a donné le don de la parole, ne l'a fait à dessein de tirer ce prince malheureux du triste séjour où il est tenu depuis 1 année, et que cette aventure ne vous soit réservée. Esprit fut surpris du récit que le rossignol venait de lui faire, et ne douta presque plus qu'il n'y eût quelque chose de surnaturel dans cet oiseau. Il se coucha avec cette pensée. Sitôt qu'il vit le jour, il se leva et fut étonné de voir proche de lui une épée et des habits magnifiques, dans lesquels il trouva une boîte fort riche qui renformait le portrait de Félicité. Il le baisa 1000 fois avec transport et ne douta plus de sa réconciliation avec la reine Plaisir. Il quitta ses habits et prit ceux qui lui étaient présentés. Et le rossignol, qui était présent, se réjouit avec lui de la bonne fortune. Il mangea de ce qui était resté du souper, et comme il ouvrait la porte pour sortir, il y trouva un beau cheval bien harnaché. Il le monta sans façon avec son petit ami, et se trouva dans une grande et belle prairie, où il marcha presque tout le jour, vers la fin duquel il avisa un grand et antique château, que le rossignol lui dit être celui où était renfermé Verdelais. Il approcha jusque sur le bord des fosses qui étaient remplies de ronces et d'épines. Le pont-levis était levé, et il rêvait comment il pouvait vaincre ces obstacles, quand la confiance qu'il avait à la fée Plaisir lui fit adresser ces paroles. Puisque je suis sûre, charmante reine, que vous n'êtes plus en colère contre moi, faites-moi connaître ce que vous voulez que je fasse pour secourir le malheureux roi des laitues paumées. Il n'eut pas plutôt fini ce dernier mot que le pont s'abaissa. Il traversa promptement la cour où il laissa son cheval. Le rossignol lui montra la première porte de l'appartement où il avait vu enfermer Verdelais. Esprit ayant mis l'épée à la main, en frappa la porte, et elle s'ouvrit aussi bien que les fenêtres, par lesquelles la lumière étant entrée, il vit que ce lieu était occupé d'épaisses toiles d'araignées, remplies d'une quantité prodigieuse de ces vilains insectes d'une grandeur surnaturelle. Le rossignol eut peur et se cacha sous les cheveux du prince, qui fit tomber ses toiles en les coupant avec son épée. Et toutes ces monstrueuses araignées y furent enveloppées. Après quoi, trouvant le chemin libre, il frappa la seconde porte qui s'ouvrit comme la première. Il trouva cette salle pleine de grosses mouches guêpes qui faisaient un bruit effroyable, dont il ne s'étonna point, et jouant de l'espadon avec sa puissante épée, il obligea toutes ces bestioles à s'écarter et de lui laisser le passage libre. Il toucha promptement la troisième porte, à l'ouverture de laquelle il aperçut 4 grands serpents
qui, s'élevant sur leur queue en sifflant, l'entourèrent. Mais, sans s'étonner, il les toucha de sa lance enchantée, et aussitôt ils s'enfuirent par les fenêtres en faisant des cris horribles. Il ne restait plus qu'une porte, qui fut ouverte comme les précédentes, et par laquelle Esprit entra dans la chambre noire, qu'il trouva de la même manière que le rossignol lui avait décrite. Il approcha du cercueil, et en le touchant de son épée, « Prince, dit-il, une puissance plus grande que celle qui vous retient en ce lieu m'envoie à votre secours. Sortez de ce long sommeil et redonnez-vous à la charmante Blanchette. » Aussitôt, l'on entendit un long soupir et le drap noir tomba de lui-même. Le roi des laitues pommées parut. Le prince lui donna la main pour l'aider à sortir, ce qu'il fit promptement. Il était richement vêtu, mais ses beaux cheveux blonds étaient un peu en désordre. « Ah, qui que vous soyez, dit-il en embrassant son libérateur, que je vous suis obligé et que vous venez de proférer un nom qui me donne de joie. Seigneur, dit Esprit, il n'est pas temps de s'amuser à des compliments. Il faut sortir d'un lieu où votre ennemie est toute puissante. En disant cela, il le prit par le bras et le tira de cette funeste demeure. Lorsqu'Esprit fut dans la cour, il trouva un second cheval avec le sien. Il le présenta au roi et ils s'éloignèrent promptement d'un lieu si fatal. Ils reprirent sans s'en apercevoir le chemin de la forêt et en très peu de temps, ils se trouvèrent dans la cabane où Esprit avait passé la nuit. Elle était très bien éclairée. Un souper très propre y était dressé, aussi bien qu'un second lit. Le roi des laitues pommées avait grand faim, et il mangea de bon appétit. Le rossignol, avec qui il fit connaissance, lui dit tout ce qu'il savait de ses aventures, et ce qui lui fit le plus de plaisir, c'est qu'il lui apprit des nouvelles de la princesse Blanchette, qu'il avait vue il n'y avait pas longtemps, et qui lui avait paru fort touché de sa perte. Verdelet et Esprit firent résolution de se rendre le plus promptement qu'il leur serait possible chez le roi des fariboles. Le rossignol s'offrit de les y conduire, et ils se mirent en chemin dès le lendemain matin. Pendant qu'ils voyagent gaiement, voyons ce que devint Mémoire. Lorsqu'il eut passé le lac à pied sec par le secours de son herbe miraculeuse, il se trouva dans un chemin qui le conduisit dans une ville fort peuplée. En la traversant, il vit dans une grande place quantité de peuple assemblé, au milieu duquel étaient plusieurs magistrats en habits de cérémonie qui examinaient des gens occupés à peser des herbes, des poudres et des sacs différents. Il y en avait d'autres qui allumaient des fourneaux et ajustaient des alambics de figures différentes. Après que Mémoire eut examiné ces choses sans être aperçu, il s'approcha de plus près. Sa bonne mine et la richesse de son habit lui firent bientôt faire place. Il demanda à quoi était destiné cet appareil. Un des magistrats lui dit que c'étaient des gens qui se vantaient de savoir la composition de la thériaque. « Il se trompe, dit Mémoire. J'ai vu des manuscrits fidèles de cette composition.
et il s'en faut bien qu'il ne s'y prenne comme il faut pour y réussir. Tous les magistrats, avertis par celui-ci de ce qu'il venait d'apprendre, prièrent Mémoire de bien vouloir prendre la conduite de cette entreprise. Il le fit, et en peu de temps, il mit l'opération dans sa perfection, au grand contentement de tous ces messieurs, à qui il promit encore de leur apprendre le secret de la véritable teinture de la pourpre des anciens, ce qui fut accepté avec plaisir. On donna à Mémoire un logement magnifique, des gens pour le servir, une bonne table et de l'argent pour qu'il n'en voulait. Il fit faire ses expériences avec tant de succès que ces peuples se virent en état de fournir toute la terre de pourpre et de thériaque. Si Mémoire n'avait point eu d'autre dessein que celui de s'enrichir, il en avait trouvé le moyen. Mais ce n'était pas là son intention. Il songeait toujours à sa chère maîtresse, aussi bien qu'à la colère de la reine Plaisir. Une nuit que ses cruelles pensées l'avaient empêché de dormir, il se leva avec le soleil, et ouvrant une fenêtre, il vit sur sa table une épée toute brillante de pierreries, au pommeau de laquelle était attachée avec une chaîne d'or une boîte de même métal. Il l'ouvrit et trouva qu'elle renfermait le portrait d'Histoire. Je laisse à penser quelle fut sa joie et sa surprise. Il connut bien que ce présent venait de la reine, dont il craignait si justement le courroux, et qui, dans toutes les apparences, était apaisée. Il crut aussi que cette épée était destinée à quelque usage qu'il connaîtrait dans la suite. Il résolut donc de quitter ce lieu, et s'étant fait habiller, il n'oublia pas de s'armer de cette épée miraculeuse. Puis, il monta à cheval, et sans vouloir être suivi de personne, il sortit de la ville. Pour dérober sa route, il entra dans une grande forêt qui en était à quelques lieues. Après avoir marché une partie du jour, il s'éleva un orage mêlé de pluie, de grêle et de tonnerre, qui l'obligea par sa violence de se mettre à couvert dans une caverne qu'il aperçut. L'obscurité du lieu, celle de la forêt, augmentée par l'orage et le déclin du jour, empêchait qu'il n'examinât cette caverne qui pouvait être une retraite de voleurs ou celle de quelque bête sauvage, ce qui l'obligea de se tenir sur ses gardes. Après avoir été quelque temps dans ce lieu, il entendit remuer assez proche de lui. De grands bâillements suivirent. Puis, regardant attentivement, il vit une lueur qu'il reconnut être celle qui sortait des yeux d'un grand lion qui s'éveillait. Sa première pensée fut de fuir, mais un mouvement inconnu l'en empêcha. Pendant ce temps, le lion s'éveilla en tirant des pattes et frappant la terre avec sa queue. Il s'approcha doucement de Mémoire, et l'ayant regardé, il le caressa de la même façon qu'un chien dont il aurait été connu. Ces manières non ordinaires à ces sortes d'animaux le rassurèrent jusqu'à lui donner la hardiesse de lui rendre ses caresses en lui touchant le dos et la tête. Cet animal quitta Mémoire et marcha vers le fond de la caverne, et se tournant vers lui de temps en temps, il semblait le convier à le suivre.
Ce procédé si peu commun obligea notre aventurier de risquer l'aventure. Et s'étant déterminé à tout événement, il le suivit. Ses yeux s'accoutumèrent dans l'obscurité. Il vit dans le fond de cet antre une ouverture d'où sortait une faible lumière, à la faveur de laquelle il entra avec le lion dans une autre caverne. Elle était éclairée d'une lampe pratiquée dans le roc. Il vit à la clarté de cette lampe que ce lieu était fort propre. Un petit lit de mousse occupait un côté. De l'autre était une espèce de table de même matière, sur laquelle il y avait de très beaux fruits dans une corbeille de jonc, avec du pain blanc et tendre. Le lion, pour faire les honneurs de chez lui, tira doucement Mémoire par son habit, pour l'obliger de s'asseoir sur le lit, et lorsqu'il eut obéi, il se mit à ses pieds, en le regardant avec autant de douceur que lui pouvait permettre sa figure. Il soupira plusieurs fois en s'appuyant sa tête sur ses genoux. Mémoire, qui soupçonnait du mystère dans les choses extraordinaires qu'il voyait, dit au lion en le flattant: « Que me veux-tu, pauvre animal? À quel dessein me fais-tu tant de caresses? Puis-je te rendre quelque service? Si j'étais encore chez la reine de l'île de la Magnificence, je la prierais de te donner le moyen d'expliquer tes peines. Je suis sûre qu'étant aussi puissante qu'elle l'est, elle te donnerait du soulagement. » Il n'eut pas plus tôt fini ces mots que le lion, s'élançant, lui sauta au col, en lui disant d'une voix humaine: « Ah, cher étranger, que les dieux m'envoient sans doute pour finir mes malheurs, ou du moins les adoucir, en me donnant la facilité de les exprimer. Que le malheureux roi des Arphafides t'ait sensiblement obligé. » La surprise de Mémoire fut extrême, et si l'embrassade du lion l'avait effrayé, il le fut pour le moins autant de trouver un roi sous cette terrible figure. Le roi lion, voyant son étonnement, continua en disant: « Vous avez raison d'être surpris d'une aventure si peu commune, mais vous le ferez bien davantage lorsque je vous en aurai appris les particularités. » « Je ne souhaite les apprendre, Seigneur, lui dit civilement Mémoire, que pour vous être utile, étant persuadé que le prodige qui vient d'arriver est un effet de la puissance de la reine Plaisir, qui souhaite de se servir de moi pour vous tirer d'un état si affreux, et qui ne peut être que l'effet d'une puissance injuste. » « Hélas, reprit le lion, ce que vous dites n'est que trop vrai, et vous allez en être instruit par le récit que je vous ferai. Mais avant de commencer, mangeons un peu de ces fruits, qui sont sans doute des présents de votre bienfaisante reine, puisque depuis une année qu'ils me sont faits journellement, je n'ai point su d'où ils proviennent. » Ils mangèrent ensemble, et après le repas, ils se mirent sur le petit lit, chacun dans l'attitude qui lui était propre. Puis, le lion parla en ces termes: « Mon nom est Grandimon, roi des Arphafides. Si le bonheur d'un roi dépend de commander à des peuples savants et belliqueux, je devais être le prince le plus heureux de la terre, et je l'aurais été en effet si je n'avais jamais aimé. Il y avait une princesse nommée Philomène, qui était sans exagération la plus belle, la plus sage et la plus charmante personne qui fût jamais. Je l'aimais avec toute la passion dont un cœur peut être capable,
et je fus assez heureux pour lui en inspirer une pareille. Quelques guerres que j'avais eues à soutenir contre mes voisins retardèrent notre union. Mais après les avoir heureusement terminées, je me vis en état d'être heureux, lorsqu'il arriva dans mon pays un fameux magicien nommé Caméléor. Il choisit sa demeure sur une haute montagne, proche de ma capitale, et dans une nuit, il y parut un château d'or bruni, lequel, étant frappé des rayons du soleil, faisait l'objet le plus éclatant qui se soit jamais vu. Ce magicien prenait tous les jours des figures différentes. Il était tantôt jeune et tantôt vieux. Il paraissait quelquefois sous une figure très laide, et dans un instant, il devenait le plus beau de tous les hommes. Il se transformait souvent en bête féroce, ou privé, en oiseau et en poisson. Il vit la princesse Philomène, et il en devint éperdument amoureux. Il ne manqua pas de prendre la figure la plus agréable qu'il lui fût possible pour lui plaire, mais il n'en put venir à bout. Il employa inutilement les promesses et les présents. Elle m'apprit avec chagrin l'amour de Caméléor, auquel je ne trouvai point d'autre remède que de la prier de conclure secrètement nos épousailles. Mais la vertu scrupuleuse de la princesse l'empêcha d'y consentir et souhaita qu'il fût accompli dans les formes et avec les solennités ordinaires. Je m'y préparai le plus promptement et le plus secrètement qu'il me fut possible, mais je ne pus si bien faire que Caméléor n'en fut averti. Il ne garda plus de mesure, et il se résolut de faire, par la force de son art, ce qu'il n'avait pu exécuter par celle de son amour. Un soir qu'il faisait chaud, et que les filles de la princesse la déshabillaient dans sa chambre, dont les fenêtres étaient ouvertes, Caméléor entra sous la figure d'un grand aigle et enleva la pauvre Philomène. Les cris de ces femmes mirent en rumeur tout le palais, et j'appris cette terrible nouvelle comme j'allais me mettre au lit. Je passai la nuit dans la plus cruelle douleur dont un amant qui perd ce qu'il aime puisse être capable. Je n'interrompis mes cris et mes plaintes que pour donner les ordres nécessaires pour aller à la tête de mes officiers et de mes gardes, ruiner le palais fantastique du ravisseur de mon bien et le tirer de sa puissance. Dessein aussi téméraire que le font ordinairement ceux des amants. Mais hélas, ce dessein fut aussi inutile que téméraire, puisque lorsque je m'avançai à la pointe du jour vers le palais, je n'en vis pas seulement le moindre vestige. Ce fut alors que le désespoir s'empara de toute mon âme, dont la cruelle douleur accabla mon corps avec tant de violence qu'il en fallut peu qu'il n'y succomba. L'on me mit au lit parce que je n'avais plus la force de me soutenir. Lorsque la nuit fut venue, je voulus être seule pour m'affliger avec plus de liberté. Comme j'étais dans cette cruelle occupation, je vis entrer par les fenêtres de ma chambre un homme de fort mauvaise mine, avec une branche d'if à la main. Il s'approcha de moi en me disant d'un air farouche : « Tu n'as que faire d'appeler ta Philomène, tu ne la verras de ta vie. » « Ah, traître, m'écriai-je, c'est donc toi qui me la ravis, cette charmante Philomène ? Qu'en as-tu fait, exécrable enchanteur ? » « Je n'en ai pas fait ce que j'en voulais, répondit-il,
Mais n'importe, je suis content, puisque tu ne la verras jamais. Elle est oiseau, et toi, tu seras lion, et tu ne changeras point de forme que tu n'aies aidé à tuer un horrible dragon, qui doit être l'ouvrage de la passion méprisée d'une amoureuse et cruelle fée. En finissant ces mots, il me toucha de sa branche. Je devins lion au même instant. Mon changement ne m'étonna point, et je voulus m'en servir pour le dévorer. Mais il m'échappa et disparut. Je demeurai en cet état jusqu'à ce que mes officiers entrant dans ma chambre me donnèrent le moyen d'en sortir. Leur frayeur fut extrême en voyant sortir un lion d'un lieu où ils croyaient trouver leur roi. Je gagnai promptement la forêt la plus proche, qui est celle-ci. Mon amour et ma douleur n'eurent point de part à mon changement, et la parole qu'il m'ôtait me rendait encore plus malheureux. Je ne comptais pour rien la perte de mon royaume. Celle de ma chère princesse m'était seule sensible. Je trouvai cette première caverne qui me servit la nuit de retraite, car pour le jour, je le passais à écouter les oiseaux, croyant toujours trouver parmi eux l'objet de ma tendresse. Je n'avais de lion que la figure, et je n'ai jamais pu me nourrir de carnage. Les hommes et les bêtes en étaient quittes avec moi pour la peur. Mes aliments n'étaient autre chose que des herbes et quelques méchants fruits sauvages et gâtés, ne pouvant manger que ceux qui tombaient des arbres. Je faisais quelquefois résolution, dans les accès les plus violents de mon désespoir, de me laisser mourir faute de nourriture. Mais un certain penchant naturel, mêlé d'une espérance faible et confuse, diminuait insensiblement les résolutions que je prenais contre ma vie. Un jour que je n'avais presque point trouvé de nourriture et que ma faiblesse m'avait fait retourner dans ma caverne plus tôt qu'à l'ordinaire, je fus surpris d'y voir une nouvelle ouverture. Je m'en approchai et elle me conduisit dans cette caverne où nous sommes. Elle était éclairée comme elle est présentement. J'y trouvais du pain et des fruits. Depuis ce temps, la lampe a toujours brûlé, et depuis une année, comme je vous ai déjà dit, je n'ai point manqué de cette nourriture. Voilà, aimable étranger, le récit de la déplorable fortune du malheureux Grandimont. Mémoire le remercia et l'assura que ses malheurs finiraient bientôt, puisque dans toutes les apparences, ils étaient connus de la fée Plaisir. Ils eurent encore quelque entretien, puis ils se reposèrent jusqu'au jour, au commencement duquel ils sortirent de la caverne qui se referma aussitôt. Mémoire trouva son cheval, sur lequel il paraissait que la fée avait étendu ses soins, car il mangeait encore. Il monta dessus et obligea Grandimont de prendre la croupe. Ils sortirent de la forêt, et lorsqu'ils eurent pris le grand chemin, leur effrayant équipage les faisait fuir de tout le monde. Ils prirent les routes les plus écartées, où ils trouvaient de temps en temps de la nourriture. Et pour la nuit, ils la passaient sous quelques arbres où ils ne craignaient pas qu'on les vînt attaquer. Ils marchèrent ainsi quelques jours, sans savoir où ils allaient, ni où ils voulaient aller. Lorsqu'un soir, ils furent surpris d'une si grosse pluie qu'ils se trouvèrent obligés de chercher un autre gîte que celui d'un bois, où ils avaient résolu de passer la nuit. Mémoire aperçut une lumière qui lui parut n'être pas éloignée.
Il la suivit et elle le conduisit dans un petit ermitage auquel il heurta. L'ermite vint lui ouvrir la porte, mais lorsqu'il vit le lion, il voulut la refermer. Mais Mémoire, qui s'était précautionnée, l'en empêcha, en l'assurant que ce lion était un animal privé, aussi doux qu'un agneau. Il eut de la peine à le croire, mais il ne fut pas le plus fort, et ils entrèrent malgré lui. Mémoire lui demanda s'il n'avait rien à manger. Il leur donna ce qu'il avait, avec quoi ils firent un repas fort frugal. Le lion était toujours appuyé sur les genoux de son ami, qui le flattait doucement. Mémoire demanda à l'ermite dans quel pays ils étaient. Il lui dit que c'était celui des Fariboles, et qu'il n'était pas loin de la ville capitale, où tout était dans une grande désolation, depuis qu'une cruelle fée nommée Berlinguette, qui en voulait au roi Peudaquet et à la princesse Blanchette sa fille, avait envoyé dans le pays un horrible dragon volant, qui avait fait un désordre effroyable, mangeant tous ceux qu'il pouvait attraper et gâtant les biens de la terre, et que par un prodige surprenant, il avait dit que si l'on voulait qu'il laissât la compagne en repos, l'on n'avait qu'à lui donner tous les jours une fille de la ville. Les magistrats avaient résolu, pour le bien public, de prendre ce parti, en attendant que par quelque moyen l'on pût apaiser la cruelle fée. Et pour cet effet, ils avaient pris le nom de toutes les filles, sans même en excepter la princesse, qu'ils les avaient mis dans un vase pour les tirer au sort, et que le premier qui avait été tiré était le nom de la princesse, qui devait lui être amené le lendemain, malgré la colère du roi. Il n'avait pu faire autre chose que de faire crier par toute la ville que si quelqu'un pouvait être assez heureux pour tuer le dragon, il lui donnerait la princesse sa fille en mariage. On dit qu'elle n'est point alarmée d'une mort si cruelle. La douleur qu'elle ressent depuis 1 an de la perte du roi des laitues paumé, son amant, qui lui a été enlevé par la méchante Berlinguette qui en est amoureuse, la rend insensible jusqu'à lui faire mépriser la vie. Mémoire demanda à l'ermite si ce dragon était éloigné de ce lieu. Il lui dit que non, et qu'il se retirait dans une caverne à l'extrémité du bois. Le bon ermite céda à ses hôtes sa cellule, et comme la compagnie du lion ne lui faisait pas plaisir, il se retira dans un autre endroit où il s'enferma le mieux qu'il put. Lorsque Mémoire fut seul avec Grandimont, il lui dit qu'il voyait bien que la prédiction du magicien Caméléore allait être accomplie et qu'assurément il tuerait le dragon, dont la mort délivrerait la princesse et lui redonnerait sa première forme. Hélas, dit le roi des Arphafides, que me servira-t-il de sortir de cet état si je ne retrouve pas mon aimable Philomène ? Ne vous inquiétez point, Seigneur, lui dit Mémoire, abandonnez-vous à la conduite de votre puissante reine. Sitôt que le jour parut, ils trouvèrent un bon déjeuner. Ils appelèrent leur hôte pour y prendre part. Le bonhomme fut un peu surpris de ce régal. Il ne laissa pas de manger. Après quoi Mémoire le pria de le vouloir bien conduire sur la route qui conduisait à la caverne du dragon, parce qu'il avait résolu de délivrer la princesse. L'ermite fit ce qu'il put pour le dissuader de ce dessein, mais il y perdit sa rhétorique. Il le conduisit donc assez avant dans le bois, dont la plupart des arbres étaient morts par l'haleine du dragon.
il le laissa en le recommandant aux dieux. Dans le même temps, Mémoire et le lion virent venir plusieurs personnes du côté de la ville. C'était la princesse, conduite par ses filles, qui fondaient en larmes. Lorsqu'elle fut plus proche, ils furent surpris de la beauté de Blanchette. Elle n'était soutenue d'aucune parure. Ses habits étaient des plus simples et des plus négligés. Son air était modeste et sa démarche assurée. Ses regards étaient tristes, mais l'on n'y remarquait aucune crainte. Mémoire s'approcha d'elle et après l'avoir saluée, « Il ne serait pas juste, madame, lui dit-il, que tant de charmes fussent la proie d'un monstre. Il faut que vos sujets soient bien lâches de n'être pas tous armés pour votre défense. J'espère, belle princesse, que je vous tirerai de ce péril. » « Seigneur, lui répondit Blanchette, je n'aime pas assez la vie pour souffrir que vous exposiez la vôtre pour ma conservation. De plus, Seigneur, je veux bien vous dire que si la promesse du roi mon père vous engage dans cette entreprise, je vous avertis que quelque mérite que vous me paraissez avoir, je ne serai point le prix de votre victoire. Je me dois tout entière au malheureux prince, à qui j'ai donné ma foi et qui peut-être a perdu la vie pour me conserver la sienne. Quoique cette récompense, reprit Mémoire, fût capable d'armer tous les princes du monde pour votre défense, ce n'est point, aimable princesse, ce motif qui m'anime. Mon cœur serait un présent trop indigne de vous être offert, puisqu'il y a déjà longtemps qu'il n'est plus à moi. Ainsi, vous serez satisfaite, et ce ne sera que la seule gloire de vous rendre service qui va m'engager à cette entreprise périlleuse. J'espère en partager la gloire avec ce généreux animal, continua-t-il, en lui montrant le lion qui était à quelques pas de lui et dont les filles de la princesse avaient grand peur. Comme il finissait de parler, l'on entendit les hurlements effroyables du monstre. Il sortait de sa retraite et venait à grands pas vers sa belle proie. Il était d'une grandeur énorme. Son corps était couvert d'écailles noires, semées de taches rouges. Il avait 6 horribles griffes, 3 langues, ou plutôt 3 dards sortaient de son affreuse gueule, armée de 4 rangs de dents. Il avait 4 cornes de taureau et 2 grandes ailes noires souillées de sang. À cette vue, la résolution de la princesse l'abandonna et elle tomba presque morte entre les bras de ses femmes, qui n'étaient guère en meilleur état. Quelques gardes du roi et quelques jeunes seigneurs qui l'avaient suivi s'enfuirent. Mais Mémoire et le lion, ne perdant point de temps, s'avancèrent au-devant du dragon. Le lion lui sauta sur le dos, et se saisissant d'une de ses ailes, il le mit hors d'état de s'en pouvoir servir. Et pendant qu'il faisait des efforts pour la dégager, Mémoire lui donna un coup d'épée dans la gorge. Ce coup fatal, plus grand en puissance qu'en effet, fit tomber le monstre à la renverse, en couvrant la terre d'une liqueur noire qui sortit de sa plaie avec abondance. Un moment après, il demeura sans vie. Aussitôt le lion disparut, et l'on vit à la place le beau et vaillant roi des Arthacides, dans sa forme naturelle. Il courut embrasser son libérateur, à qui il dit tout ce que la reconnaissance peut produire dans un grand cœur. Mémoire s'en défendit avec modestie,
en lui faisant connaître qu'il n'y avait pas la meilleure part. Ils coururent à la princesse, qu'ils trouvèrent un peu revenue de sa frayeur, ses femmes lui ayant dit que le dragon était mort. « Madame, la mort du cruel monstre qui en voulait à vos jours ne vous a pas délivré seule. Elle a encore rompu le charme qui retenait depuis 2 ans l'illustre roi des Arphafides sous la figure d'un lion. Le voici, madame, en lui montrant Grandimon qui s'approcha d'elle et lui dit des choses du monde les plus spirituelles, auxquelles la princesse répondit autant que sa surprise lui put permettre. Comme Grandimon offrait sa main à la princesse Blanchette pour retourner à la ville, et que Mémoire la priait d'accepter son cheval, l'on vit venir à travers le bois 2 cavaliers qui couraient à toute bride. Lorsqu'ils furent à 30 pas, ils descendirent de cheval, et l'un d'eux, qui courait les bras ouverts vers la princesse, fut reconnu d'elle pour Verdelais. La joie fit presque sur elle le même effet que la frayeur venait de faire il n'y avait qu'un moment. Elle s'appuya sur une de ses femmes, pendant que ce prince, se jetant à ses pieds et embrassant ses genoux avec transport, lui dit « Ah, ma chère princesse, que je suis heureux de vous voir délivrée du péril où j'ai appris que vous étiez. Mais en même temps que je me trouve couvert de confusion, de ce que ce n'est pas à mon bras que vous devez votre délivrance. » La princesse lui répondit ce que sa tendresse et sa joie lui inspirèrent. Elle lui fit connaître ses libérateurs, qu'elle ne les connut pas elle-même, et Verdelais ne manqua pas de leur marquer sa reconnaissance. Pendant que cette scène se passe entre ces 2 amants, il s'en passe une autre, toute remplie d'amitié, entre Esprit et Mémoire. Ces 2 frères qui s'étaient reconnus ne pouvaient trouver des termes pour expliquer leurs sentiments. Cependant, la renommée avait appris au roi des Fariboles la nouvelle de la mort du dragon. Il fit mettre promptement ses chevaux à ses calèches et vint au-devant de sa fille qu'il trouva en bien meilleure compagnie qu'il ne pensait. Après plusieurs compliments de part et d'autre, l'on reprit le chemin de la ville où l'on rentra en triomphe.